Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 17 janvier. Voici le journal de la rédaction. Et tout de suite les titres. Marine Le Pen, présidente du Front National. Elle succède à son père, Jean-Marie Le Pen, avec 68% des voix face à son adversaire Bruno Gollnisch. Une étape importante dans l'histoire du Front National. La tenue de ce congrès à Tours a suscité l'organisation d'un contre-congrès. Près de 2000 personnes ont protesté contre les idées du Front National. Un dispositif exceptionnel était d'ailleurs mis en place pour faire face au débordement. Puis du cinéma à la fin de ce journal, Guillaume Canet à Duizon dans le Loir-et-Cher pour le tournage du film de Cédric Kahn, Une vie meilleure, qui a pour thème l'endettement. Passage de flambeau entre un père et sa fille. C'est avec une large majorité que Marine Le Pen a succédé à son père, Jean-Marie Le Pen, hier au centre de congrès de Vinci, face à son adversaire Bruno Gollnisch. Pour la première fois, la présidence du parti résulte d'un scrutin interne, alors que pendant près de 40 ans, Jean-Marie Le Pen était élu par acclamation. Marie Le Pen a présenté hier soir son programme en tant que présidente du Front National, un discours qui avait des airs de campagne présidentielle. Gaël Poulain. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. C'est avec ces mots destinés à Jean-Marie Le Pen que la nouvelle présidente du Front National a inauguré son discours. Avec 67,65% des voix contre 32,35% pour son adversaire Bruno Gollnisch, la fille du fondateur du parti a en effet été élue sans surprise par les partisans. Elle était soutenue à 100% par les élus de la région centre et les secrétaires départementaux. Donc c'est un succès, effectivement, on est très heureux que ce soit Marine qui détienne la présidence de ce mouvement, car c'est elle qui va entraîner la dynamique de la victoire, selon moi et selon nos amis, dans les combats politiques futurs. C'est une victoire devant laquelle je m'incline absolument sans réserve, puisqu'il y a une consultation des membres du Front National, et cette consultation a donné une nette victoire pour Marine Le Pen, même si le courant qui s'est incarné dans ma candidature demeure un courant très important au sein du Front National. Mais malgré cette importance, Bruno Gollnisch refusera la place du premier vice-président du parti. Jean-Marie Le Pen, lui, bénéficiera d'une modification des statuts en devenant président d'honneur du Front National. J'ai accès en effet statutoirement aux différents organes de direction et de conseil du mouvement, mais j'ai bien précisé que j'entendais me limiter à cette fonction de conseil. Lors de son discours, Marine Le Pen développera alors son programme. En finir avec le règne de l'argent roi, se détacher de Bruxelles, qu'elle qualifie de monstre européiste, et enfin réaffirmer la position que doit avoir l'État vis-à-vis de la loi de 1905. Il doit interdire l'aménagement d'horaires particuliers dans les piscines pour les femmes musulmanes ou l'introduction d'interdits alimentaires religieux dans les cantines scolaires. Personne ne doit être conduit contre son gré ou à son insu à manger halal. S'emparant des idées écologistes, Marine Le Pen a également parlé d'une relocalisation pour un retour à l'emploi et à une production alimentaire saine. Autant de points qui apparaissent aujourd'hui comme une esquisse déjà bien amorcée pour la campagne des présidentielles de 2012. Un journaliste de France 24 a porté plainte contre le Front National. Il se serait fait molester samedi par le service d'ordre du Front National. Après avoir quitté le cocktail samedi soir, le journaliste politique aurait été pris à partie par 8 gardes du corps. Il aurait reçu des coups de pied dans le dos ainsi que dans le ventre. Puis on lui aurait confisqué son téléphone portable et sa carte de presse au motif qu'il aurait pris des clichés durant le cocktail. On écoute les déclarations de Jean-Marie Le Pen au micro de Gaël Poulain. Le service de sécurité, à la demande des organisateurs, a expulsé cette personne et lui a demandé ses papiers. Et lui a confisqué, en effet, en attendant de la lui remettre, une carte de journaliste pour savoir de qui il s'agissait. Il aurait pu s'agir d'un terroriste, après tout. Chaque fois qu'il y a la possibilité d'une petite provocation, on ne la rate pas, d'autant que le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Le Front National a décidé d'ailleurs de porter plainte contre le journaliste pour dénonciation calomnieuse.
Ce week-end, Tours était aussi le théâtre de nombreuses manifestations contre le Front National. Différentes organisations telles que la Ligue des droits de l'homme étaient présentes pour manifester, selon eux, contre les idées d'extrême droite. Vendredi soir, de nombreux organismes avaient organisé un débat pour, disent-ils, provoquer la réflexion. La plus visible des manifestations étant samedi, où ils étaient à peu près 2000 dans les rues de Tours pour dénoncer le caractère raciste et xénophobe du Front National. Gaël Poulain et Simon Rousseau. Des caricatures de Marine Le Pen pour ouvrir le cortège et des organisations toutes unies contre les idées d'extrême droite. De la Ligue des droits de l'homme aux écologistes en passant par les socialistes et les communistes, tous étaient en marche pour défendre la liberté et l'égalité des droits. Force notable du cortège, le nouveau parti anticapitaliste, renforcé pour cette journée par des militants venus de l'ensemble du Grand Ouest. Vous ne pouvez pas ouvrir la radio sans entendre parler de Marine Le Pen, présentée comme quelqu'un de finalement assez présentable, qui défend des idées tout à fait acceptables. Car à l'heure où le Front National élit sa nouvelle présidente, les inquiétudes sont toujours vives dans les rangs des manifestants qui voient dans l'EFN l'expression du sexisme, du racisme, de l'homophobie et un esprit rétrograde vis-à-vis des acquis sociaux. Je regarde le programme du Front National, c'est pas un programme social très émancipé, c'est la retraite à 70 ans, c'est en gros tout pour les riches, donc il y a un double danger, celui des valeurs de la République, du respect, puis celui de toutes les politiques économiques et sociales. Mais la mobilisation citoyenne attendue par les 27 associations et partis politiques organisateurs n'aura pas véritablement eu lieu. Pour ce premier samedi des soldes, seules quelques 2000 personnes avaient rejoint les rangs de la contestation. Mais pour la Ligue des droits de l'homme, à l'initiative de la manifestation, l'essentiel était de transmettre un message. Et on est content de cette mobilisation. Le fait est, c'est qu'il faut que la manifestation continue de façon tout à fait pacifiste, comme elle l'a commencé, ce qui était le mot d'ordre. Et bon, voilà, aujourd'hui, ce qui nous importait, c'était d'amener des valeurs qui sont autres sur la place publique pour pouvoir débattre des idées qui ne sont pas celles de l'extrême droite. Mais alors que les organisateurs quittent la place Jean Jaurès, plusieurs centaines de casseurs, selon la préfecture d'Indre-et-Loire, jouent la provocation. S'armant de pavés, de canettes ou de bouteilles en verre, ils s'attaquent aux forces de l'ordre protégées par une barrière anti-émeute. Un comportement qui entraînera l'utilisation de lacrymogènes puis de canons à eau. Une situation tendue qui durera jusqu'à 19h30. Bilan de ces affrontements, 3 blessés légers, dont 2 parmi les forces de l'ordre, des véhicules de police légèrement endommagés et 22 interpellations. Et à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. La préfecture avait mis en place un dispositif de sécurité impressionnant. 450 policiers et gendarmes d'Île-de-France étaient mobilisés. Une situation d'autant plus difficile qu'elle coïncidait avec le premier week-end des soldes. Simon Rousseau. C'est un dispositif de sécurité musclé qui a été mis en place par la préfecture d'Indre-et-Loire ce week-end, parallèlement au congrès du Front National. 450 policiers et gendarmes mobilisés pour faire régner l'ordre et contenir les plusieurs centaines de casseurs. Venus pour la plupart d'Île-de-France, certains ont été arrêtés avant même d'arriver à Tours. La priorité étant d'être au service du citoyen, donc à la fois d'aller en amont, d'apporter le renseignement au profit de la gendarmerie, ce qui s'est passé hier sur par exemple différents péages où des éléments subversifs étaient susceptibles de rentrer dans le dispositif en centre-ville, d'apporter le renseignement auprès du commissaire et ensuite monsieur le préfet décide plus ou moins de son engagement dans le cadre du maintien de l'ordre. Un hélicoptère muni d'une caméra, 2 camions lanceurs d'eau utilisés seulement pour la 2e fois en France, des bombes lacrymogènes, un dispositif exceptionnel afin de stopper au plus vite les échauffourées. Nous avions à faire face à 400 casseurs qui voulaient en découdre. Nous avons réussi à les contenir sur la place Jean Jaurès et à les disperser. Il n'y a aucune vitrine, aucun commerce qui n'a été attaqué. C'était un jour délicat puisque c'était une période de soldes, c'était le premier week-end des soldes. Un bilan dont la préfecture se félicite. Mais on est en droit de se demander si ce premier week-end des soldes était le moment opportun pour recevoir ce congrès du FN.
Dans le reste de l'actualité, dans la nuit de samedi à dimanche, un accident mortel sur la D952 dans le sens Tours-Saumur. Le conducteur, un jeune homme de 25 ans, avait perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir heurté un terre-plein, il a fini sa course dans un champ en contrebas. 2 des passagers âgés de 20 et 25 ans éjectés du véhicule ont été légèrement blessés. Le conducteur, lui, est décédé des suites de ses blessures hier matin au CHU d'Angers où il avait été conduit. La collision du train express régional Le Mans-Tours avec une voiture au passage à niveau du château du Loir dans la Sarthe. La conductrice du véhicule aurait été éblouie par le soleil et n'aurait pas pu s'arrêter. Le TER qui venait de quitter la gare a pu freiner à temps. Il n'y a donc pas eu de victime. Les 150 passagers qui voyageaient à bord du train sont arrivés avec 1 heure de retard. À Joué-les-Tours, le centre social du quartier de la Rabière vient de rouvrir ses portes. Souvenez-vous, le 9 novembre 2010, le centre avait partiellement été ravagé par un incendie criminel, le 2e en 4 ans. Aujourd'hui, le centre est reconstruit en partie. Florent Carrière. Des enfants dans cette halte garderie, une scène que l'on n'avait pas vue depuis plus de 2 mois. Partie intégrante du centre social de la Rabière, elle avait dû également fermer ses portes. Aujourd'hui, ce fut un soulagement pour les parents. C'est pas facile, 3 mois. On a l'habitude de les poser à la garderie et faire nos choses, nos trucs tranquillement, doucement. On était vraiment choqués, bloqués comme ça. 150 familles sont inscrites dans cette garderie et jusqu'à 3000 personnes par an fréquentent le centre social de la Rabière. Une aide précieuse pour la population dans la vie quotidienne. Emploi, activité, écoute et aide sociale. Autant de services qu'il a fallu transférer pendant la fermeture sur l'autre centre social de Joué-les-Tours. Pendant 2 mois, on n'a pas arrêté de travailler, mais on a travaillé assez loin de notre public. Et l'intérêt d'un centre social, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'on est implanté dans un quartier, qu'on travaille avec les habitants de ce quartier, qui habitent à côté, qui viennent facilement nous rencontrer. De l'incendie de novembre, le bâtiment porte encore les stigmates. Le rez-de-chaussée a été entièrement réhabilité, mais 2 grandes salles au premier étage sont toujours inaccessibles. Un centre social victime déjà en 2006 d'un incendie criminel. Aujourd'hui, tous espèrent que cela cesse. Je pense que par rapport au bâtiment, effectivement, on est en train de réfléchir à une sécurisation un peu plus importante du bâtiment. Et ça, je dirais, c'est le côté matériel. Et sur le côté humain, je pense qu'on est en passe de rentrer dans une démarche de réflexion un petit peu plus large sur le quartier. Car c'est tout le quartier qui a enregistré en 2010 une recrudescence des incendies. Face à cette situation, la mairie de Joué-les-Tours a embauché de nouveaux médiateurs et étendu les rondes policières tard dans la nuit. En football, le TFC s'est incliné samedi face au FC Istres, 3-2. Les Tourangeaux menaient à la mi-temps 2-1. Les Istréens ont joué à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes. Pourtant, le FC Istres a fini par s'imposer 3-2. Une période difficile pour le TFC qui glisse à la 5e place du championnat de Ligue 2 avec 30 points. On écoute Daniel Sanchez, l'entraîneur du Tour FC, au micro de Sébastien Germain. Se faire remonter et dépasser par une équipe qui joue à 10 contre 11, c'est vraiment grave, mais c'est le reflet de notre niveau actuel, c'est-à-dire avec une défense vraiment trop fébrile, trop faible, même, je peux dire, et puis un manque d'efficacité aussi offensivement, parce qu'on s'est créé des occasions. On doit marquer au moins 3-4 buts, et même à la mi-temps, je leur ai dit, le match aurait dû être plié à la mi-temps, mais voilà, quand on ne fait pas ce qu'il faut, ben on s'expose, et comme on est dans une période difficile, il n'y a rien qui nous est épargné. Et puis du cinéma maintenant. Guillaume Canet à l'affiche d'un film de Cédric Kahn, Une vie meilleure, tourné en région centre. L'histoire de Rémi et Nadia qui décident de se lancer tête baissée dans l'ouverture d'un restaurant au bord de l'eau. Mais rien ne se passe comme prévu. Le thème de ce film est l'endettement. Anaïs Michaud a rencontré Guillaume Canet cet après-midi à Duizon. C'est un constat qui fait sur la difficulté aujourd'hui de pouvoir construire, fonder quelque chose. Et les difficultés qu'on rencontre et finalement le manque d'aide que l'on rencontre à pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que c'est l'expression de dire on ne prête qu'aux riches. Et c'est un peu ça, quoi. C'est même carrément ça. Il y a suffisamment d'exemples pour se rendre compte que c'est vrai. Moi, personnellement, depuis que je gagne très bien ma vie et que je suis connu, j'ai jamais aussi peu payé les choses, quoi. C'est-à-dire que je suis tout le temps invité partout, ce qui est
pas logique. Ce que je veux dire, c'est que ça ne laisse pas la chance justement à des gens qui tout d'un coup vont essayer, vont vouloir s'en sortir. Vous savez, il y a un exemple qui est tout frais, hein, et pourtant c'est pas le nôtre, mais ça fait partie quand même d'une population et d'une société qui est très évoluée. C'est en Tunisie. Vous regardez en Tunisie, un homme qui s'est immolé, en fait, a réussi à renverser un système entier, alors que la Tunisie est un peuple qui est très éduqué, et cet homme avait des bac plus 5, il a décidé, pour s'en sortir, de monter un étal, quoi, et de vendre des légumes, quoi, pour essayer de s'en sortir. Et le système montre qu'à ce moment-là, il est bloqué, quoi. Donc il a essayé de montrer ça. Alors en France, on ne va pas faire une comparaison avec la France, mais il y a quand même un système qui ne fonctionne pas, quoi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À présent, nous allons recevoir Philippe Lescoa, adjoint au maire de Monet, avec qui nous parlerons de la communauté de communes du Vouvrion.